Salut les déconfinés, c'est Merege et aujourd'hui, je m'adresse plus spécifiquement à mon jeune public, ceux qui me regardent et qui ont moins de 30 ans peut-être. Et je voudrais mettre en lumière un réalisateur que je considère, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, beaucoup le considèrent comme étant un des metteurs en scène les plus importants de ces dernières années. Il s'agit de Alan Parker et j'ai constaté avec curiosité, pour ne pas dire effroi, que il n'était pas du tout à la page, pas du tout connu. J'ai eu un petit peu la même sensation avec Spike Lee dernièrement. Je me suis rendu compte que Spike Lee, il est passé à la trappe. Et il est revenu un petit peu avec ses deux derniers films, mais ça faisait 10 ans qu'il était bling complètement à la ramasse. Et donc la nouvelle génération ne le connaissait pas du tout. Et alors Alan Parker, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on pense à ses films, on dit ah oui j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais on ne pense pas que le mec a une carrière quand même relativement hallucinante. Et donc aujourd'hui je voulais juste mettre en lumière ce réalisateur assez exceptionnel. Donc on va tout de suite voir un petit peu ce qu'il a réalisé. Vous allez voir que ça commence assez tôt, avec Bugsy Malone, réalisé en 1976, un film de gangster où tous les rôles qui devraient être tenus par des adultes, sont interprétés par des enfants. Et on retrouve au casting Jodie Foster, c'est la même année que Taxi Driver, donc on ne sait pas dans quel ordre elle a tourné, mais je pense qu'elle a peut-être fait Taxi Driver d'abord, j'en sais rien, mais en tout cas elle a le même âge, c'est la même année. Et waouh, c'est quand même une proposition de cinéma assez incroyable. Ce genre d'artifice, c'est-à-dire les enfants qui jouent le rôle d'adultes, en général, c'est dans la publicité que ça se passe. Pour les vieux, la pub Tesser, par exemple. Mais c'est vrai qu'au cinéma, c'est quand même une proposition assez dingue. Et puis le film est assez incroyable. Donc déjà, première réalisation, première curiosité, excellent film. Vraiment, vous pouvez vous jeter dessus, ça vaut le coup. Ensuite, en 1978, c'est Midnight Express, son film le plus célèbre, un chef-d'œuvre scénarisé par Oliver Stone, avec Brad Davis dans le rôle principal, qui mourra quelques années plus tard. Le pauvre, il n'a pas fait beaucoup de films. En tout cas, c'est un film exceptionnel, un film qui donne le frisson. Évidemment, c'est son film étalon. Si vous devez commencer sa filmographie, vous pouvez commencer par celui-ci si vous ne l'avez pas vu. Rapidement, c'est un gars qui croit qu'il va pouvoir passer de la drogue. Donc, clac, clac, il scotche sur lui des pains comme ça de hashish. Et puis, il se fait gauler. Il finit en prison. Je ne vous en dis pas plus parce que ça ne se raconte pas, ça se vit. C'est un film vraiment émotionnellement très intense. Les acteurs sont sublimes. La musique, je vous en parle même pas, elle est culte. Vous allez l'entendre, vous allez faire ah ouais d'accord. ouais. Merci Giorgio Moroder. Bref, c'est une pépite. Et voilà, 2 films, 2 pépites. Son troisième film, Fame, est complètement culte. Un film musical. D'ailleurs, il adore tout ce qui est musical. De Commitment, Evita, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Fame? Je ne pense pas, ça a été décliné au théâtre, en comédie musicale, à la télévision, ce que vous voulez. Un troisième film culte. Bim! Le gars ne plaisante pas vraiment, et Fame date de 1980. En 1982, il réalise L'usure du temps, Shoot the Moon, avec Albert Finney et Diane Keaton. Et qu'est-ce que ça raconte, cette petite pépite assez difficile à trouver d'ailleurs? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un couple qui se sépare. Lui, il part vivre sa vie avec une femme plus jeune, puis elle se retrouve avec 4 gosses en galère. Donc c'est un vrai drame social, poignant, ça touche au cœur. Voilà les gars, je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas vu, mais croyez-moi, c'est comme d'habitude une petite pépite. Vous pouvez y aller les yeux fermés, et c'est un des plus beaux rôles de Diane Keaton. En 1982 sort Pink Floyd The Wall, une sorte de fresque rock psychédélique autour d'un héros, Pink. C'est un film quasiment sans parole, et c'est autant un film d'Alan Parker que de Roger Waters, un film qui s'inscrit dans la contestation, le rock, la libération sexuelle. Bim, une pépite, un ovni cinématographique. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Et puis j'aime autant vous dire que Pink Floyd
et Alan Parker ensemble, ouais, ça a fait des étincelles. Hein. Les yeux, les oreilles, tous en flammes. Donc les petits jeunes, vous pouvez y aller. En 1984, il réalise un autre chef-d'œuvre avec Matthew Modine et Nicolas Cage, quand ce dernier faisait encore des films magnifiques et que c'était un acteur exceptionnel. Ça s'appelle Birdie. C'est l'histoire de deux gars qui reviennent du Vietnam. Ils sont complètement traumatisés, sauf qu'il y en a un des deux qui se prend pour un oiseau. En gros, voilà, le pitch de départ, c'est ça. Un film qui m'a profondément marqué quand j'étais jeune. Graphiquement, c'est sublime, les acteurs sont magnifiques. En plus, moi, tout ce qui touche un peu à la folie, je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais The Wall aussi, ça touche à la folie. Bref, mais où est-ce qu'il va s'arrêter, cet Alan Jusqu'à présent, il y a que des pépites, les petits cocos. Donc, on poursuit. 1987, Angel Hearts. Waouh, encore une bombe atomique. Voilà, un polar fantastique, noir, sombre, intense, avec un Robert De Niro, dont le rôle, vous vous en souviendrez à jamais. Mickey Rourke, je crois qu'il a jamais été aussi beau que dans le film. Et Lisa Bonet, qui jusqu'à présent avait brillé entre guillemets dans le Cosby Show, là elle trouve le rôle de sa vie. C'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, d'une noirceur abyssale. En même temps, c'est sublimissime. Mais c'est incroyable, voilà, je veux dire, encore une fois, je voudrais bien qu'on remette dans le contexte Alan Parker, mais il est phénoménal. Est-ce que ça va s'arrêter? Je ne pense pas. En 1988, il réalise Mississippi Burning, ça se passe en 1964, il y a 3 militants de défense des droits civiques qui se font déchirer, et hop, il y a 2 agents du FBI qui débarquent et qui mènent l'enquête. Voilà, sous fond on va dire, de racisme ordinaire, de Ku Klux Klan. Un film qui prend réellement aux tripes. Je crois que c'est un des plus beaux rôles de Willem Dafoe. La photo est magnifique, la musique, le montage, tout est parfait. Ça prend vraiment, mais vraiment au cœur. C'est vraiment un film ultra émouvant et sensoriel. Très souvent, j'entends c'est quoi le meilleur film sur le racisme ? C'est American History X. Ouais, c'est vrai qu'American History X, c'est exceptionnel, mais vraiment... Mississippi Burning, ça se pose là. C'est peut-être un tout petit peu plus subtil, et peut-être que c'est un film un tout petit peu moins tape à l'œil, mais je dirais un meilleur film encore que American History X, qui pourtant est vraiment exceptionnel. Mais si vous n'avez jamais vu Mississippi Burning, les petits enfants, eh bien jetez-vous dessus. En 1990, il réalise Bienvenue au paradis, Come See the Paradise, avec Dennis Quaid. Et je vous avoue que je n'ai jamais vu ce film. Apparemment, c'est sous fond de Pearl Harbor. Ça raconte la romance entre un Américain irlandais et une Japonaise. Je sais pas de quoi ça parle. En tout cas, ça a 7 sur IMDb. C'est vraiment une très très bonne note. Alors, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Mais bon, à mon avis, ça sent bon. J'étais juste extrêmement surpris parce que voilà, en faisant toute sa filmo, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais entendu parler de ce film. Alors, est-ce que c'est un mauvais signe ou est-ce que c'est un très bon signe? Moi, je pencherais plus du côté du très bon signe. C'est peut-être parce que le film est trop virulent, trop violent, peut-être un petit peu anti-américain, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire mes devoirs et je vais le trouver par tous les moyens nécessaires. D'ailleurs, si vous avez un moyen, je compte sur vous. En 1991, encore un film musical de Commitments, un de ses plus gros succès. Histoire de quelqu'un qui veut monter un groupe. Et voilà, il fait venir des gens dans son appart, en gros, pour le constituer. C'est un de ses plus gros succès, une de ses meilleures notes sur IMDb, ça a quasiment 8 de moyenne, c'est hallucinant. Donc, écoutez, les petits enfants, ça ne s'arrête pas, encore une fois, ces films ont traversé les générations. J'imagine que même les petits jeunes, vous avez entendu parler de ce film. Alors, où est-ce que ça s'arrêtera? Je ne sais pas. En tout cas, il enchaîne, le coco, il enchaîne. En 1994, il réunit Anthony Hopkins, Matthew Broderick et Bridget Fonda, et il tourne Aux bons soins du docteur Kellogg, que je n'ai pas vu non plus, parce que c'est une comédie, ça avait l'air un petit peu excentrique, ça ne me disait pas grand-chose. Le film est noté 5,96, c'est une de ses plus mauvaises notes, donc vous savez, parfois je le sens pas.
Parfois je le sens pas, et bah celui-là je ne le sens pas. Peut-être que j'ai peut-être que j'ai tort. Hein. Je n'ai jamais réussi à regarder ce film. Pourtant j'aime beaucoup Matthew Broderick, hein, mais il a pas fait beaucoup de films cultes en plus. Mais non, celui-là, bah j'y arrive pas. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai raison de douter? En 1996, il réunit Antonio Banderas et surtout Madonna dans le rôle titre, et il réalise une comédie musicale, Evita, voilà, sur l'épouse du président argentin Juan Perón, qui va devenir à la fois la femme la plus adulée, la plus aimée, également la plus détestée de toute l'Argentine. C'est un film que je n'ai pas vu. C'est un film qui est très bien coté, mais qui n'a pas une note pharaonique non plus, 6,3. Donc peut-être que là, oui, effectivement, on sent que peut-être qu'il commence un petit peu à défaillir, enfin un tout petit peu. Là, Alan Parker, il fait des films peut-être moins bons que ce qu'il faisait au début de sa carrière. Et peut-être que je suis à côté de la plaque, je l'ai pas vu, mais en tout cas, la critique, c'est ce qu'elle pense, globalement. Et puis moi, je me rends compte que effectivement, ces films, je les ai moins vus aussi. Donc on sent que il y a une petite pente descendante, mais comme tous les très grands, De Palma, par exemple, mon réalisateur préféré, à partir de Mission to Mars, voilà, on sent que ça s'enfonce un petit peu, même s'il y a quand même, il reste de la flamboyance, j'imagine, et des trucs sublimes. En plus, à l'époque, ça a buzzé, Je veux dire, Evita, même si on n'a pas vu le film, on connaît la chanson par cœur, il y a eu un clip absolument dingue en même temps. Bref, je pense que, oui, c'est peut-être pas son meilleur film, mais en tout cas, ça doit être très 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 regardable. Bon, pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires. En 1999, il revient au top avec Les Cendres d'Angela, qui réunit Robert Carlyle, Emily Watson. Ça se passe en 1935. Les familles irlandaises, en général, elles allaient quand même d'Irlande aux États-Unis à l'époque. Là, on raconte le contraire. On raconte une famille qui était aux États-Unis et qui quitte le port de New York pour revenir en Irlande. Et alors là, le retour va être fatal. C'est un film social, dramatique, terrible, très noir, très très intense. Un de ces films les mieux notés, je vous encourage à le découvrir. Mais vraiment, on n'en ressort pas indemne. Donc si quelques années avant, il avait une petite tendance comme ça à prendre la pente descendante, là, non, là, bing, là, il revient au top. Et d'ailleurs, il est salué par la critique unanimement. Formellement, c'est sublime. Les acteurs, comme d'hab, c'est la perfection. Bref, n'en jetez plus, c'est un bijou. Et alors, il va se passer quelques années, et en 2003, il revient avec, curieusement, le dernier film qu'il ait réalisé. Quand j'ai vu ça, c'est vrai que j'ai percuté, je me suis dit, putain, mais ça fait 15 ans qu'il a pas réalisé de film. C'est quand même assez hallucinant, même plus que ça. Et c'est un film avec Kate Winslet et surtout Kevin Spacey. Ça s'appelle La vie de David Gale. Et alors, les petits amis, c'est un de mes préférés. Le film, je me rappelle à l'époque, il est passé complètement inaperçu, mais parce que c'est trop, il est trop fort. Le film est trop dur, le film est trop intense. Ce qu'il raconte, ce qu'il véhicule, mais c'est une décharge sociale exceptionnelle. C'est un film sur la peine de mort, et je ne vais rien vous spoiler, mais sachez que, en tout cas à mes yeux, c'est le meilleur film sur la peine de mort qui m'ait été donné de voir. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais alors vraiment là, bing, bing, bing. D'ailleurs, il a quasiment 8 de moyenne sur IMDb. Le public ne s'y est pas trompé. C'est un bijou incandescent comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Et alors, pourquoi Alan Parker n'a plus réalisé depuis ? Alors là, je ne sais pas, peut-être que, je sais pas, il s'est frotté à Kevin Spacey, ça l'a dégoûté du métier, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très étonnant. Donc, je ne sais pas. Il a pris sa retraite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, peut-être qu'il s'occupe de sa famille, comme certains l'ont fait. Et moi je préfère ça, je préfère quelqu'un qui arrête définitivement pour pour passer à autre chose. Plutôt que comme on voit certains réalisateurs qui reviennent et qui font des trucs très médiocres, ou alors certains acteurs qui devraient prendre leur retraite, Bruce Willis, si tu me regardes, et qui finalement cachetonnent avec des petits rôles et des seconds rôles pourraves dans des films qui sortent directement sur la TNT. Bref, c'est mieux. Alan, du coup, tu feras pas comme tous les grands, tu vois, peut-être que il a senti, peut-être que c'est ça, il sentait que
il pouvait pas faire mieux, il pouvait pas faire mieux, il pouvait pas faire mieux. Et puis il s'est dit, on va peut-être partir comme ça, alors que je suis au top. C'est possible, hein, c'est une bonne technique pour rentrer dans la légende. En tout cas, ma vidéo s'achève ici. C'était à la fois une petite rétrospective, mais c'était aussi vraiment, et c'est ça, le but de cette vidéo, c'est de mettre en lumière Alan Parker pour les jeunes. Voilà, les petits jeunes là qui me regardaient. Je suis sûr que vous savez pas qui c'est ce mec. Il y en a plein, vous savez pas trop. C'est pareil, William Friedkin. Woody Friedkin vous fait non. Friedkin c'est ding ding, c'est un des meilleurs. Moi je me remets pas encore d'un truc qu'on m'a dit dernièrement. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais voilà quoi, ce sont des masters, des masters les enfants. Donc je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, surtout des réalisateurs comme ça des années 70, un petit peu oubliés, qui ont fait des pépites atomiques. J'espère que cette vidéo vous aura un tout petit peu intéressé. Lâchez un petit pouce bleu ou un petit pouce en bas. Inondez-moi de commentaires, je compte sur vous. Surtout pour critiquer un petit peu les films que je n'ai pas vus. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les déconfinés.